les contraintes, c'est surtout avec ses membres supérieurs, il faut trouver une piste. Très bien, ils nous ont mis dans la boucle, et ils ont travaillé sur un prototype avec les conditions. Le prototype, c'était de plus avoir une poule pour mettre des volants, mais une fourche simple, donc une tige. Le terme technique, fourche simple. Donc soit on était comme ça, soit on était comme ça. On s'est dit, attention, il y aura d'autres contraintes, il faut peut-être qu'on évalue la chose, les contraintes vont être différentes. Donc, il y avait la demande initiale, et il y avait la demande reformulée, c'était d'évaluer les contraintes associées, l'analyse des amplitudes articulaires, des sollicitations musculaires, de comparer un peu tout ça, et d'aider à choisir un outil. Voir si on avait un qui était mieux qu'un autre. Et pour ça, on a utilisé donc, tous les capteurs de mouvement, donc tu le vois ici. Ça, c'est pour les contraintes articulaires, il y en a un en plus sur la tête et un ceinture ouverte, qu'on ne voit pas ici. Et après, on a mis des EMG, des électrobiogrammes, pour voir les contractions musculaires de l'épicondyle et de l'épitrochie. Bon, en gros, les muscles qui sont à l'avant-bras et qui permettent de faire bouger aussi le poignet. On a regardé différentes personnes, enfin, c'était plutôt des experts, mais en tout cas avec des morphotypes différents. Et sur les résultats, je vais laisser Alexandre en parler. Bonjour à tous, Alexandre. Alors, donc moi je vais vous parler de l'analyse fine qu'on a fait. Donc tout d'abord, en fait, on a commencé par un protocole, parce qu'il fallait un protocole un peu strict, parce que sinon on n'aurait pas forcément les mêmes valeurs. Donc on avait pris 3 charismes différents. Ces 3 charismes différents, on fait chacun 4 fois le parcours, c'est-à-dire une fois avec la boule, une fois avec la fourche, ensuite une autre fois avec la boule, une autre fois avec la fourche. Comme ça, on avait le maximum de résultats possible, tout simplement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de regrouper un peu toutes les tâches précises de leur activité, toutes les tâches un peu particulières, en un seul parcours. Donc, en fait, sans rentrer dans les détails, il fallait qu'ils prennent d'abord 3 palettes, parce qu'on était sur des gros chariots. Il fallait qu'ils prennent 3 palettes, qu'ils les déposent, ensuite, il fallait qu'ils aient de la conduite en marche avant, il fallait qu'ils aient des manœuvres en marche arrière également. Et voilà. L'enjeu, c'était de faire tout un protocole strict qui soit suivi bien à la lettre à chaque fois, pour chacun des charismes et pour chacun des paramètres qu'on allait étudier. Alors, donc, on aime bien présenter les conclusions à chaque fois de nos études, parce qu'on trouve ça plus logique pour bien comprendre. Donc, on avait regardé 3 choses, comme a dit mon collègue. Tout d'abord, les contraintes articulaires, parce qu'on avait posé des capteurs de mouvement sur les charismes. Notamment, en fait, ce qu'on a regardé, c'est le bras gauche. Parce qu'en fait, c'est le bras gauche qui va venir tourner le volant, que ce soit avec la fourche ou avec la boule. Donc, au niveau des contraintes articulaires, finalement, les résultats qu'on avait, c'était que, comme on l'avait pensé dès le début, il y avait des contraintes articulaires qui étaient opposées. C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, on voit très peu sur le graphique. Vous voyez au niveau, avec la prise boule, en fait, on avait énormément de contraintes d'extension du poignet, tout simplement. Donc ça, c'est lié souvent à l'inclinaison du volant en elle-même. Donc, c'est-à-dire que notre poignet sera toujours en extension. Et avec la fourche, en fait, on avait plutôt des contraintes d'abduction, c'est-à-dire que le pouce remontait vers le bras droit, parce qu'en fait, on était comme ça. Donc voilà, au niveau articulaire, on avait des contraintes opposées. Au niveau des contraintes musculaires, c'était finalement la même chose. Comme on avait regardé la zone de l'avant-bras, donc les muscles en bas, et même chose pour les épaules, on a regardé les deltoïdes, c'est-à-dire l'élévation de l'épaule. Pareil, les sollicitations musculaires, elles étaient opposées. Et on a aussi mesuré la performance, parce qu'en fait, c'est une question qu'on oublie un peu souvent, et il fallait qu'on puisse objectiver ou dire qu'il n'y avait pas de résultat significatif sur la performance. C'est-à-dire qu'utiliser la boule ou la fourche ne faisait pas forcément perdre de temps. Donc maintenant, je vais rentrer juste un peu plus dans les détails. Alors, donc sur les contraintes particulières, ça reprend exactement le slide de tout à l'heure. Donc il y a des contraintes qui sont différentes. Elles sont différentes notamment par l'extension de l'abduction, donc c'est ce que j'avais expliqué. Et on a regardé aussi, parce que ça c'était pour les poignets, par exemple, c'était l'exemple. Sur les épaules, c'était plus ou moins la même chose. En fait, si vous voulez, le tableau ici, en haut, c'est les contraintes qu'on a en plus avec l'utilisation de la touche, puisque de base, on a de la boule. Et en bas, ce sont les contraintes qui ont été réduites avec l'utilisation de cette touche. Donc pareil, les contraintes, elles sont opposées. Globalement, c'est encore au niveau des rotations horizontales externes, internes. En fait, on peut aller vraiment dans le classique, je ne sais pas, avec les capteurs de mouvement, donc ça c'est bien. Et au niveau du coude aussi, c'est pareil, c'était pas du tout les mêmes. Donc ce qui est bien avec l'outil TEA, c'est qu'en fait, on a accès à un avatar en temps réel. Donc c'est-à-dire qu'on peut filmer, on peut mesurer les données, et on a à chaque fois cet avatar qui est là pour s'assurer qu'il n'est pas bug, que ce soit bien communicatif. Et en plus de ça, ça nous permet de vraiment visualiser les contraintes.
Donc comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du poignet, il y avait des contraintes qui étaient différentes. Donc c'était au niveau de l'extension ou de l'abduction avec la force. Et en fait, on le voit bien sur la data. Donc avec l'utilisation de la boule, il a le bras à plat, donc en prise pronation, avec le poignet plutôt en extension. Donc là, on voit un petit peu de couleur en rouge. Et pour la fourche, bah, c'est pareil, sauf que le bras il est en position neutre, mais avec en net tout simplement. Voilà, on voit bien le pouce remonter. Et voilà, et ensuite on est rentré plus souvent dans les détails, en fait, avec notre protocole, pour vous expliquer un peu plus en amont. Donc on avait utilisé en 3 catégories pour regrouper les résultats, sinon ça serait un peu trop lourd. Donc on avait la catégorie conduire en marche avant, la catégorie conduire en marche arrière, donc tout ce qui était les autres même, et la catégorie manipulation spécifiquement de palettes, parce qu'en fait à chaque fois ça va être différent au niveau de l'utilisateur du bras. Et en fait, on trouve à chaque fois les mêmes résultats. Donc, globalement, on peut dire à la fin que les contraintes elles étaient complètement opposées. Que ce soit sur le poignet et pour le coude, à chaque fois on retrouve les mêmes pratiques. Voilà. Donc ensuite, je vais laisser la parole parce qu'on n'a pas regardé uniquement les contraintes articulaires à mon collègue pour présenter les contraintes musculaires avec les OMG. Ouais, en fait, on n'a pas regardé effectivement les contraintes articulaires, c'est hyper poussé. On a pu regarder assez finement, on a essayé de faire pareil sur les contraintes musculaires. Donc ici, la lecture du tableau, c'est qu'on a chacune des zones qu'on a évaluées, donc l'épicondyle, le coude, l'épitroclé, l'autre zone, l'autre antagoniste du coude, et le deltoïde antérieur, c'est donc l'élévation des coudes. Quand c'est en rouge, pardon, quand c'est en bleu, c'est quand on utilisait la boule. Quand c'est en orange, c'est quand on utilisait la fourche. Et ce qu'on regardait là, en fait, finalement, c'est le pourcentage de sollicitation musculaire pour chacune des situations. Donc, pour la faire simple, pour l'épicondyle, quand on utilisait la fourche, c'était pire que quand on utilisait la boule. L'inverse pour l'épitroclé, ça fait sens, parce que les muscles sont antagonistes et les mouvements aussi sont antagonistes. Et au niveau du deltoïde antérieur, il y a une différence, mais c'est pas significatif. On va regarder, il n'y a pas grand-chose de différence. Et après, on va regarder aussi les temps de contraction. Parce que peut-être que la puissance de la contraction n'est pas énorme, mais si c'est sur le long terme, ça peut vite être très contraignant. Et ce qu'on a regardé, c'est pareil. C'était des différences au niveau de l'épicondyle, l'épitroclé et des deltoïdes antérieurs. Et ce qu'on a vu, c'était au niveau de l'épicondyle, il y avait un peu plus de contrainte pour la fourche. Épitroclé, quand on utilise la boule, on contracte pendant beaucoup plus longtemps. Et deltoïde antérieur, c'est mieux d'utiliser la fourche. Bon, les petites élévations qui vont bien. Et donc ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué en regardant les graphiques. On l'a ici en texte. Donc la boule, elle permettait de moins solliciter la zone épicondylienne. Elle permettait de moins solliciter, durant moins longtemps, le deltoïde antérieur. Ici. Et la fourche, c'était l'inverse. Et après, on va regarder tous les détails. Le détail des contraintes musculaires, évolution des contraintes, passage de boule vers la fourche, pour chacune des tâches. Après, on va regarder le détail de la tâche, parce que c'est dans tout le protocole qu'a expliqué Alexandre, il y avait marche avant, il y avait marche arrière, il y avait faire des virages, il y avait prendre des palettes, déposer des palettes. On a fait tout un protocole avant de faire l'expérimentation, on va dire, le protocole. On a regardé l'activité et on s'est mis d'accord sur toutes les étapes, toutes les tâches clés qui étaient réalisées par le cariste. Et donc l'idée, après, c'était de voir quelles étaient les contraintes qu'on pouvait avoir. Donc après, ce qu'on voyait dans le biais musculaire, bon, on a mis pas mal de chiffres, c'est un peu barbare, c'était pour faire bien scientifique. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la zone épicondylienne, c'est quand même beaucoup plus contraignant quand on utilise la fourche pour la marche avant. Quand on recule, c'est plus contraignant avec la fourche. Et la manipulation de palette, elle est diminuée quand on utilise la fourche. Beaucoup de résultats un peu barbares. Si vous voulez, on prendra un petit peu le temps de regarder tout ça dans le détail. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une analyse assez fine. Alors, pour comparer les contraintes articulaires, comparer les contraintes musculaires, mais aussi comparer au niveau de la tâche. Hyper important de regarder au niveau de la tâche, parce que si on se rend compte que au global, il y avait un outil qui était mieux qu'un autre, mais que finalement, il n'y avait qu'une tâche, ou que c'était vraiment pire, mais que c'était une tâche même qui était anodine, il y avait peut-être un truc à faire, un truc à regarder.
Et donc c'est pour ça qu'on a regardé pas mal des différentes activités et sur chacune des zones évaluées. Je vais aller assez rapidement dessus parce que effectivement c'est assez long, c'est assez rébarbatif. Mais l'idée c'était à chaque fois de comparer les contraintes du filière qu'on aurait pu faire sur l'outil. Et après on a regardé la performance. Alors, et pour la performance, pareil, on a réutilisé le protocole. Et cette fois-ci, en fait, on a mesuré le temps de premier passage avec la boule. C'est-à-dire que au début, il y avait un carré qui passait avec la boule, ensuite qui changeait et qui switchait sur la fourche. Et inversement, il y avait d'autres carrés qui commençaient par la fourche et d'autres qui commençaient par la boule. Et en fait, on a juste tout simplement mesuré le temps qu'il prenait pour réaliser toutes les démarches du protocole. Et en fait, on s'aperçoit que le deuxième passage est forcément plus rapide. Globalement, c'est ce qu'il y a. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément plus rapides avec la boule, pas forcément plus rapides avec la fourche, mais c'est surtout la connaissance du parcours qui fait que, évidemment, ils étaient plus rapides. Donc, c'était juste un petit point, histoire de dire que, voilà, on ne perd pas forcément de temps, on ne gagne pas non plus. Et c'était histoire d'être un peu objectif dans la situation, en disant que c'est pas représentatif. Il n'y a pas de changement dans la performance. Ça n'influence pas significativement la performance. Et donc ensuite, les conclusions de cette étude, tout simplement. Donc pareil, ça reprend ce qu'on avait mis au début, ce qu'on avait vu. Donc les contraintes articulaires, elles sont opposées. Les sollicitations musculaires également, d'un point de vue performance, il n'y a pas d'impact significatif au niveau du reste, entre la boule et la bouche. Et donc, en fait, après, on essaie de chercher des solutions. Pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Globalement, ce qu'on s'est dit, c'est, premièrement, d'un point de vue organisationnel, on avait vu des contraintes qui étaient opposées. Donc, on voulait essayer de voir comment faire pour alterner ces contraintes, pour essayer de les distribuer, en se disant, il faut essayer à la fois la fourche, à la fois la boule, donner libre choix et l'opportunité aux caristes de eux-mêmes pouvoir changer en fait, au cours de leur activité. Ça, c'est la première solution. Et en fait, là, actuellement, on est en train de travailler surtout sur une autre solution, plutôt d'un point de vue technique, encore une fois sur le volant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le volant, la boule, est toujours placé à 6 heures du niveau du vent, c'est-à-dire très proche de son lot. Donc en fait, on teste la boule ou la fourche. C'est pas pareil que de tester, par exemple, l'emplacement de la fourche ou la boule. Est-ce que c'est pas mieux si on le retrouve à 9 heures? C'est pas mieux si on le retrouve à midi, si on le retrouve à 3 heures. Donc voilà, on s'est dit que ça allait être une autre perspective en fait, pour aller travailler et creuser cette situation. Ensuite, regardez aussi pourquoi pas on incline la fourche. Parce qu'on avait vu qu'on avait des mauvais résultats parce que ça donnait de l'adduction. Si jamais on inclinait la fourche vers l'avant, finalement, on retirerait l'adduction qu'on met au poignet. Globalement, on a eu toutes ces pistes de solutions. On est encore en train de travailler parce que c'est un peu complexe. Sinon, si on incline la fourche, quand on arrive au bout du volant, c'est moins facile de pouvoir le manipuler. Et en fait, c'est vraiment l'outil TEA qui nous donne des mesures assez précises, qui rentrent vraiment dans les détails, qui nous permet d'aller plus loin dans les solutions et vraiment de trouver ce qu'il y a de plus. Donc, voilà, je pense qu'on peut faire. Et oui, bien sûr, on peut chercher toutes ces solutions-là, on s'est aussi appuyé la littérature, pour essayer de regarder ce qui se faisait. Et en fait, c'est pas impossible de trouver au niveau des restes. Si vous avez des questions, nous on va terminer. Merci. C'était pour savoir par rapport à l'accoutumance avec la fourche, parce que vous parlez au tout début quand l'accoutumance avec le niveau d'expertise, ça avait un impact important sur les résultats. Dans vos essais, est-ce que vous avez laissé aux caristes le temps de s'accoutumer à la fourche et combien de temps vous avez laissé Bon, en fait, on aura fait dans le protocole, on aura fait d'abord la boule, puis la fourche, ou l'inverse. Mais sinon, il n'y avait pas un temps d'adaptation de 30 minutes ou 1 heure avant de faire le test. Parce que ça fait des années, par exemple, qu'ils conduisent avec la boule et la fourche, on leur avait mis comme ça du jour au lendemain. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, il y a peut-être un truc à regarder sur la performance, parce que si on met en plus, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a regardé la performance, parce que si on mettait un nouvel outil, on s'est dit, mais la performance, elle risque d'être sabrée, et on ne va pas le comprendre. Et finalement, les caristes sont assez facilement adaptés à la chose. Puis visuellement, on n'avait pas non plus de changement.
Vous allez tout aussi vite, c'est tout aussi impressionnant de voir. Ok, merci. J'imagine que vous n'avez pas les capteurs à tous les opérateurs de chez Danone. Donc, je voulais savoir comment vous sélectionnez les opérateurs à appareiller. Pour la partie cartographie, au début, Oui, c'est pas nous. On sélectionne pas, c'est pas les sites. En fait, on ne voit pas tous les opérateurs, on voit tous les postes. Tous les postes d'usine. Les postes de bureau, on n'y va pas, parce que on priorise, et nous aussi on est challengé en termes de performance. Et donc on regarde tous les opérateurs d'usine, enfin tous les postes, et après sur quel opérateur on va avoir, c'est pas nous qui décidons, c'est en fait c'est plutôt le planning en fonction de quelle ligne tourne, à quel moment on sera là, et après c'est on va dire qui donne la chance pour les opérateurs. vous arrivez à voir tous les opérateurs, en tout cas, qui sont sur les sites de production. Enfin, Tous les postes. oui, tous les postes. Ouais, on voit tous. Sauf les postes de bureau. C'est ça. D'autres questions? Merci pour la présentation. Quelle fréquence vous mettez à jour vos cartographies sur les sites? Très bonne question. Merci. Pour l'instant, très bonne remarque, 0. On a créé l'outil. En fait, nous, ça nous prend pas mal de temps parce qu'en fait, en termes de ressources humaines, on est 3 ergots pour toute la France. On a 13 usines, 7 bases log, les forces de vente et les sièges. Donc, on a fait l'outil et là, on est en train de réfléchir justement pour faire une mise à jour d'ici peu, soit par nous, soit par des référents en ergonomie. On ne sait pas encore exactement comment le faire, mais là, on est en train de réfléchir à la chose, justement parce qu'il y a des situations de travail qui ont un petit peu changé. Mais généralement, quand il y a des situations de travail qui changent, on est mis dans la boucle, donc on pense à faire des mises à jour. Par exemple, quand on a eu des postes qui avaient le plus de contraintes, qui étaient en rouge, avec les sites, on a un accord tacite, on fait la cartographie. Par contre, il y a de 1 à 3 postes sur les sites sur lesquels on va faire le vrai étude ergo, donc pas 2 heures, 4 heures, le vrai étude ergo. Et après, on fait de l'amélioration, et après, on réévalue. Donc ça permet un petit peu une mise à jour. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas une mise à jour qui est périodique, qui est calée. En tout cas, pas pour l'instant, mais là, on travaille parce qu'effectivement, il y a un petit trou dans la raquette. Encore une question? Entre-temps, je voulais poser une question, c'est finalement pourquoi plutôt axer les mesures sur l'articulaire par rapport au musculaire? J'allais dire facilité. C'est pas forcément hyper facile de poser des capteurs de mouvement déjà. Il faut que les opérateurs soient d'accord, parce que déjà, il y a un pimpin qui ne connaissent pas et qui les suivent. Et généralement, ce pimpin, c'est un ergonome du siège, donc les gars, ils voient quelqu'un de Paris arriver, c'est qui ce mec qui me suit? Donc déjà, il y a ce côté-là qui n'est pas facile. Je ne sais pas s'il y a des ergonomes dans la même situation ici. Ensuite, nous, on pose des capteurs de mouvement. Il faut aussi qu'ils soient d'accord en amont. S'ils ne sont pas d'accord, on ne les équipe pas. Et si on met des capteurs musculaires, c'est autre chose. Il faut mettre des électrodes, et éventuellement, il faut ramener en fonction de la personne. Nous, on a pris cette partie-là de ne pas faire des EMG. Mais si on veut voir le musculaire, éventuellement, on peut voir le porte de charge avec la X3509, c'est pour ça qu'il y a une petite case qui est ici. Mais nous, on a pris une partie de ne pas évaluer d'un point de vue scientifique avec les EMG pour la cartographie. On l'utilise pour des analyses fines, comme tu vois après pour les caristes, mais pour la cartographie, c'était trop demander à toute usine d'avoir des capteurs, c'est bien, d'avoir des EMG avec des électrodes qui collent. Je ne sais pas si vous connaissez bien le truc, mais si vous êtes déjà allé chez un cardio, ça colle bien. C'est pas forcément exact. Voilà. Je crois, ça simple remarque d'un point de vue INF par rapport à ce que vous présentez là. Merci d'ailleurs pour cette présentation. C'est effectivement la bonne méthode, c'est-à-dire d'objectiviser les mesures avant de se lancer ensuite dans des recherches, dans la mise en place d'exosquelettes, etc. On en voit aussi quelques-uns sur le salon. Donc, avant de mettre en place des exosquelettes, il faut d'abord avoir fait des mesures. Et alors, ça a l'air un petit peu rébarbatif. C'est du travail, mais c'est ça qui va permettre à la fois
de voir réellement où se situent les problèmes et également quelles sont les solutions à apporter. Donc c'est beaucoup plus technique comme méthode, beaucoup plus scientifique que de tout de suite se lancer dans une solution et après s'apercevoir que finalement le problème n'était peut-être pas tout à fait là, ou en tout cas qu'il y avait des problèmes à côté. Voilà, donc c'est le point de vue un peu d'un point de vue méthodologie, la technique. Et là, on parle d'exosquelettes, mais pour le coup, on va faire à peu près la même chose pour des exosquelettes, la même chose que pour les caristes. Parce que sur les bases logistiques, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un entrepôt logistique, mais généralement, les opérateurs, ils prennent des cartons d'une palette et ils les posent sur une autre palette. Adapter l'environnement de travail, c'est très compliqué. Donc eux, ils ont, sur une base, ils se sont dit, tiens, on va peut-être mettre en place un exosquelette parce que ça peut aider. Peut-être, ouais. Alors nous, en tout cas, on s'est dit, attention, on va peut-être freiner des cas de fer, effectivement. Faut peut-être qu'on évalue les contraintes. On a regardé les contraintes articulaires, les contraintes musculaires, la même chose. On a regardé aussi le coup cardiaque, aussi avec des outils pour voir si effectivement l'exosquelette était facilitateur ou s'il rajoutait pas de contraintes. Et on regardait les contraintes articulaires pour voir les contraintes, mais aussi pour voir si la personne elle a noté une nouvelle façon de travailler. Parce que si elle doit désapprendre et réapprendre son travail, c'est encore une autre façon de travailler, c'est encore autre chose. Et ouais, pour le coup, les outils nous ont pas mal aidé aussi là-dessus, pour l'évaluation des exosquelettes. Enfin, c'est là qu'on vient dessus. Vous avez d'autres questions? Bon, pas d'autres questions? C'est là qu'on va. Je voudrais vraiment dire un grand merci à eux tous, et puis également donc à Alexis et Alexandre pour ce partage d'expérience qui doit éclairer quand même, je pense, pas mal d'entre vous, et également Julien, donc qui a présenté l'outil Teva. Voilà, et donc rendez-vous soit sur le stand d'AIDF, également sur le stand de Teva, qui est voilà, le T30. Il y a une question sur le chat, je ne savais même pas qu'il y avait un chat. Ok, donc on va. C'est quoi la question? Je découvre la technologie et les chats, c'est... Tiens, je peux t'arrêter, tu crois que tu pourras donner la... Travailler dessus, il faut réduire les contraintes, c'est surtout avec ces mondes supérieurs, il faut trouver une piste. Très bien, ils nous ont mis dans la boucle, et ils ont travaillé sur un prototype avec les fournisseurs. Le prototype, c'était plus avoir une boule pour mettre des volants, mais une fourche simple, donc une tige. Le terme technique, fourche simple. Donc soit on était comme ça, soit on était comme ça. On s'est dit, attention, il y aura d'autres contraintes, il faut peut-être qu'on évalue la chose, les contraintes vont être différentes. Donc il y avait la demande initiale, et il y avait la demande reformulée, c'était d'évaluer les contraintes associées, l'analyse des amplitudes articulaires, des sollicitations musculaires, de comparer un peu tout ça, et d'aider à choisir un outil. Voir si on avait un qui était mieux qu'un autre. Et pour ça, on a utilisé donc, tous les capteurs de mouvement, donc on voit ici. Ça, c'est pour les contraintes articulaires. Il y en a un en plus sur la tête et un ceinture lombaire qu'on ne voit pas ici. Et après, on a mis des EMG, électromyogrammes, pour voir la contraction musculaire de l'épicondyle et de l'épitroclé. Bon, en gros, les muscles qui sont dans l'avant-bras et qui permettent de faire bouger aussi le poignet. On a regardé différentes personnes, c'était plutôt des experts, mais en tout cas avec des morphotypes différents. Et sur les résultats, je vais laisser Alexandre en parler. Bonjour à tous, Alexandre. Alors, donc moi je vais vous parler de l'analyse fine qu'on en a fait. Donc tout d'abord, en fait, on a commencé par un protocole, parce qu'il fallait un protocole un peu strict, parce que sinon on n'aura pas forcément les mêmes valeurs. Donc on avait pris 3 caristes différents. Ces 3 caristes différents, on fait chacun 4 fois le parcours, c'est-à-dire une fois avec la boule, une fois avec la fourche, ensuite une autre fois avec la boule, une autre fois avec la fourche. Comme ça, on avait le maximum de résultats possibles, tout simplement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de regrouper un peu toutes les tâches précises de leur activité, toutes les tâches un peu particulières, en un seul parcours. Donc, en fait, sans rentrer dans les détails, il fallait qu'ils prennent d'abord 3 palettes, parce qu'on était sur des gros chariots. Il fallait qu'ils prennent 3 palettes, qu'ils les déposent, ensuite il fallait qu'ils aient de la conduite en marche avant, il fallait qu'ils aient des manœuvres en marche arrière également. Et voilà. Donc, l'enjeu, c'était de faire tout un protocole strict qui soit suivi bien à la lettre à chaque fois, pour chacun des caristes et pour chacun des paramètres qu'on allait étudier. Alors, donc, on aime bien présenter les conclusions à chaque fois de nos études, parce qu'on trouve ça
plus logique pour bien comprendre. Donc on avait regardé trois choses, comme a dit mon collègue. Tout d'abord les contraintes articulaires, parce qu'on avait posé des capteurs de mouvement sur les terrestres. Notamment, en fait, ce qu'on a regardé, c'est surtout le bras gauche, parce qu'en fait, c'est le bras gauche qui va venir tourner le volant, que ce soit avec la fourche ou avec la boule. Donc, au niveau des contraintes articulaires, finalement, les résultats qu'on avait, c'était que, comme on l'avait pensé dès le début, il y avait des contraintes articulaires qui étaient opposées. C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, on voit très peu sur le graphique, je suis pas sûr que vous voyez. Au niveau, avec la prise boule, en fait, on avait énormément de contraintes d'extension du poignet, tout simplement. Donc ça, c'est lié souvent à l'inclinaison du volant en elle-même, donc c'est-à-dire que notre poignet sera toujours en extension. Et avec la fourche, en fait, on avait plutôt des contraintes d'abduction, c'est-à-dire que le pouce remontait vers le bras droit, parce qu'en fait, on était comme ça. Donc voilà, donc au niveau articulaire, on avait des contraintes opposées. Au niveau des contraintes musculaires, c'était finalement la même chose. Donc, comme on avait regardé la zone de l'avant-bras, donc les muscles en haut, en bas, et même chose pour les épaules, on avait regardé les deltoïdes, c'est-à-dire l'élévation de l'épaule. Pareil, les sollicitations musculaires, elles étaient opposées. Et on a aussi mesuré la performance, parce qu'en fait, c'est une question qu'on oublie un peu souvent, et il fallait qu'on puisse objectiver ou dire qu'il n'y avait pas de résultat significatif sur la performance. C'est-à-dire qu'utiliser la boule ou la fourche, c'est pas forcément perdre de temps. Donc voilà, donc maintenant je vais rentrer juste un peu plus dans les détails. Alors, donc sur les contraintes particulières, donc ça reprend exactement les slides de tout à l'heure. Donc il y a des contraintes qui sont différentes. Elles sont différentes notamment par l'extension de l'abduction, donc c'est ce que j'avais expliqué. Et on a regardé aussi, parce que ça c'était pour les poignets par exemple, c'était l'exemple. Sur les épaules, c'était plus ou moins la même chose. En fait, si vous voulez, le tableau ici, en haut, c'est les contraintes qu'on a en plus avec l'utilisation de la fourche, puisque de base, on avait la boule. Et en bas, ce sont les contraintes qui ont été réduites avec l'utilisation de cette fourche. Donc pareil, les contraintes, elles sont opposées. Donc globalement, c'est encore au niveau des rotations horizontales externes, internes. En fait, on peut aller vraiment dans le classique à chaque fois avec les capteurs de mouvement, donc c'est ce qui est bien. Et au niveau du coude aussi, c'est pareil, c'était pas du tout les mêmes contraintes. Donc ce qui est bien avec l'outil TEA, c'est qu'en fait on a accès à un avatar en temps réel. Donc c'est-à-dire qu'on peut filmer, on peut mesurer les données et on a à chaque fois cet avatar déjà pour s'assurer qu'on n'est pas bug, que ce soit bien représentatif. Et en plus de ça, ça nous permet de vraiment visualiser les contraintes. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du poignet, il y avait des contraintes qui étaient différentes. Donc c'était au niveau de l'extension ou de l'abduction avec la fourche. Et en fait on le voit bien sur l'avatar. Avec l'utilisation de la boule, il a le bras à plat, donc en prise pronation, avec le poignet plutôt en extension. Donc là, on voit un petit peu de couleur un peu rouge. Et pour la fourche, c'est pareil, sauf que le bras il est en position neutre, mais avec en abduction, tout simplement. Donc voilà, on voit bien le pouce remonter. Et donc voilà, et ensuite on est rentré plus ou moins dans les détails, en fait, avec notre protocole que je vous avais expliqué un peu plus en amont. Donc on avait utilisé en trois catégories pour grouper les résultats, sinon c'est un peu trop lourd. Donc on avait la catégorie conduire en marche avant, la catégorie conduire en marche arrière, donc tout ce qui était les autres manœuvres, et la catégorie manipulation spécifiquement de palettes, parce qu'en fait à chaque fois ça va être différent au niveau d'utilisation du bras. Et en fait on trouve à chaque fois les mêmes résultats. Donc globalement, on peut dire à la fin que les contraintes elles étaient complètement opposées. Que ce soit sur le poignet, épaule, coude, à chaque fois on retrouve les mêmes graphiques et voilà. Donc ensuite je vais laisser la parole parce qu'on n'a pas regardé uniquement les contraintes articulaires à mon collègue pour vous présenter les contraintes musculaires avec les OMG. Ouais, en fait on n'a pas regardé effectivement les contraintes articulaires, c'est hyper poussé. On a pu regarder assez finement, on a essayé de faire pareil sur les contraintes musculaires. Donc ici, la lecture du tableau, c'est qu'on a chacune des zones qu'on a évaluées, donc l'épicondyle, du coude, l'épitroclé, l'autre zone, notre antagoniste du coude, le deltoïde antérieur, c'est pour l'élévation du coude. Quand c'est en rouge, pardon, quand c'est en bleu, c'est quand on utilisait la boule, quand c'est en orange, c'est quand on utilisait la fourche. Et ce qu'on regardait là, en fait, finalement, c'est le pourcentage de sollicitation musculaire pour chacune des situations. Donc pour la faire simple, pour l'épicondyle, quand on utilisait la fourche, c'était pire que quand on utilisait la boule.
L'inverse pour l'épitroclé, ça fait sens, parce que les muscles sont antagonistes et les mouvements aussi sont antagonistes. Et au niveau du deltoïde antérieur, il y a une différence, mais c'est pas significatif. On va regarder, il n'y avait pas grand chose de différence. Et après, on va regarder aussi les temps de contraction, parce que peut-être que la puissance de la contraction n'est pas énorme, mais si c'est sur le long terme, ça peut vite être très contraignant. Et ce qu'on a regardé, c'est pareil, c'était les différences au niveau de l'épicondyle, l'épitroclé et des deltoïdes antérieurs. Et ce qu'on a vu, c'était au niveau de l'épicondyle, il y avait un peu plus de contrainte pour la fourche. Épitroclé, quand on utilise la boule, on contracte pendant beaucoup plus longtemps. Et deltoïde antérieur, c'était mieux d'utiliser la fourche. Bon, les petites élévations qui reviennent. Et donc ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué en regardant les graphiques. On l'a ici en texte. Donc la boule, elle permettait de moins solliciter la zone épicondylienne. Elle permettait de moins solliciter, durant moins longtemps, le deltoïde antérieur. Ici. Et la fourche, c'était l'inverse. Et après, on a regardé tous les détails. Le détail des contraintes musculaires, évolution des contraintes, passage de boule vers la fourche, pour chacune des tâches. Après, on a regardé au détail de la tâche, parce que dans tout le protocole qu'a expliqué Alexandre, il y avait marche avant, il y avait marche arrière, il y avait faire des virages, il y avait prendre des palettes, déposer des palettes. On a fait tout un protocole avant de faire l'expérimentation, on va dire, le protocole. On a regardé l'activité et on s'est mis d'accord sur toutes les étapes, toutes les tâches clés qui étaient réalisées par un cariste. Et donc l'idée après, c'était de voir quelles étaient les contraintes et ce qu'on pouvait voir. Donc après, ce qu'on voyait d'un point de vue musculaire, bon, on a mis pas mal de chiffres, c'est un peu barbare, c'était pour faire bien scientifique. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la zone épicondylienne, c'est quand même beaucoup plus contraignant quand on utilise la fourche pour la marche avant. Quand on recule, c'est plus contraignant avec la fourche. Et la manipulation de palette, elle est diminuée quand on utilise la fourche. Beaucoup de résultats un peu barbares. Si vous voulez, on prendra un petit peu le temps de regarder tout ça dans le détail. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une analyse assez fine. Alors, pour comparer les contraintes articulaires, comparer les contraintes musculaires, mais aussi comparer au niveau de la tâche. Hyper important de regarder au niveau de la tâche, parce que si on se rend compte que au global, il y avait un outil qui était mieux qu'un autre, mais que finalement, il y avait une tâche où c'était vraiment pire, mais que c'était une tâche même qui était anodine, et il y avait peut-être un truc à faire, un truc à regarder. Et donc c'est pour ça qu'on a regardé pas mal des différentes activités, et sur chacune des zones évaluées. Je vais aller assez rapidement dessus parce que effectivement c'est assez long, c'est assez rébarbatif. Mais l'idée c'était à chaque fois de comparer les contraintes musculaires qu'on aurait pu faire sur l'article. Et après on a regardé la performance. Alors, et pour la performance, pareil, on a utilisé le même protocole. Et cette fois-ci, en fait, on a mesuré le temps de premier passage avec la boule. C'est-à-dire que au début, il y avait un caresse qui passait avec la boule, ensuite qui changeait et qui switchait sur la fourche. Et inversement, il y avait d'autres caresses qui commençaient par la fourche et d'autres qui commençaient par la boule. Et en fait, on a juste tout simplement mesuré le temps qu'il prenait pour réaliser toutes les démarches du protocole. Et en fait, on s'aperçoit que le deuxième passage est forcément plus rapide. Globalement, c'est ce qu'il y a. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément plus rapides avec la boule, pas forcément plus rapides avec la fourche, mais c'est surtout la connaissance du parcours qui fait que, évidemment, ils étaient plus rapides. Donc, c'était juste un petit point, histoire de dire que voilà, on ne perd pas forcément de temps, on n'en gagne pas non plus. Et c'était histoire d'être un peu objectif sur la situation en disant que c'est pas représentatif, il n'y a pas de changement dans la performance. Voilà, ça n'influence pas significativement la performance. Et donc ensuite, les conclusions de cette étude, tout simplement. Donc pareil, ça reprend ce qu'on avait mis au début, ce qu'on avait vu, donc les contraintes articulaires, elles sont posées, les sollicitations musculaires également, d'un point de vue performance, il n'y a pas d'impact significatif au niveau qui reste, entre la boule et la fourche. Et donc en fait, après, on essaie de chercher des solutions, pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Globalement, ce qu'on s'est dit, c'est, premièrement, d'un point de vue organisationnel, on avait vu des contraintes qui étaient opposées. Donc on voulait essayer de voir comment faire pour alterner ces contraintes, pour essayer de les distribuer, en se disant on peut essayer à la fois la fourche, à la fois la boule, donner libre choix et l'opportunité aux caristes de eux-mêmes pouvoir changer en fait, au cours de leur activité. Donc ça c'était la première solution. Et en fait là actuellement on est en train de travailler surtout sur une autre solution
technique, encore une fois sur le volant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le volant, sous la boule, est toujours placé à 6 heures au niveau du manteau, c'est-à-dire très proche de soi. Donc en fait, on teste la boule ou la fourche. C'est pas pareil que de tester, par exemple, l'emplacement de la fourche ou la boule. Est-ce que c'est pas mieux si on le retrouve à 9 heures? C'est pas mieux si on le retrouve à midi, si on le retrouve à 3 heures? Donc voilà, on s'est dit que ça allait être une autre perspective en fait, pour aller travailler et puis aller creuser cette situation. Ensuite, regardez aussi, pourquoi pas, en inclinant la fourche. Parce qu'on avait vu qu'on avait des mauvais résultats parce que ça venait de l'adduction. Si jamais on inclinait la fourche vers l'avant, finalement, on retirerait l'adduction qu'on aurait au poignet. Globalement, voilà, on a eu toutes ces pistes de solutions qu'on est encore en train de travailler parce que c'est un peu complexe. Sinon, si on incline la fourche, quand on arrive au bout du volant, c'est moins facile de pouvoir le manipuler. Et en fait, c'est vraiment l'outil TEA qui nous donne des mesures assez précises, qui rentrent vraiment dans les détails, qui nous permet, nous, d'aller plus loin dans les solutions et vraiment de trouver ce qu'il y a plus à faire. Donc, voilà, grosso modo, et oui, bien sûr, pour rechercher toutes ces solutions-là, on s'était aussi appuyé de la littérature, on a essayé de regarder ce qui se faisait. Et en fait, c'est pas facile de trouver au niveau des terrestres. Si vous avez des questions, nous on a terminé. Merci. C'était pour savoir par rapport à l'accoutumance avec la fourche, parce que vous parliez au début que l'accoutumance avait le niveau d'expertise, ça avait un impact important sur les résultats. Dans vos essais, est-ce que vous avez laissé aux caristes le temps de s'accoutumer à la fourche et combien de temps vous avez laissé Bon, en fait, on leur a fait un protocole, on leur a fait d'abord la boule puis la fourche, ou l'inverse. Mais sinon, il n'y avait pas un temps d'adaptation de 30 minutes ou 1 heure avant de faire le test. Parce que ça fait des années, par exemple, qu'ils conduisent avec la boule et la fourche, Ouais. on leur avait mis comme ça du jour au lendemain. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, il y a peut-être un truc à regarder sur la performance, parce que si on met en plus, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a regardé la performance, parce que si on mettait un nouvel outil, on s'est dit, mais la performance, elle risque d'être sabrée, on ne va pas comprendre. Et finalement, les caristes se sont assez facilement adaptés à l'outil. Puis visuellement, on n'avait pas non plus de choses. Ils allaient tout aussi vite, c'était tout aussi impressionnant à voir. Participer. Ok, merci. Alors, j'imagine que vous donnez des capteurs à tous les opérateurs de chez Danone. Donc, je voulais savoir comment vous sélectionnez les opérateurs à appareiller. Pour la partie cartographie du début, Oui, c'est pas nous. On ne sélectionne pas, c'est pas les sites. En fait, on ne voit pas tous les opérateurs, mais on voit tous les postes. Tous les postes d'usine. Les postes de bureau, on n'y va pas, parce que vraiment, il faut qu'on priorise. Nous aussi, on est challengés en termes de performance. Et donc, on regarde tous les opérateurs d'usine, enfin, tous les postes. Et après, sur quel opérateur on va avoir, c'est pas nous qui décidons, c'est plutôt planning, en fonction de quelle ligne tourne, à quel moment on sera là. Et après, c'est, on va dire, c'est donner la chance pour les opérateurs. vous arrivez à voir tous les opérateurs, en tout cas, qui sont sur les sites de production. Enfin, Tous les postes. oui, tous les postes. Ouais, on voit tous les postes. Sauf les postes de bureau. C'est ça. D'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. À quelle fréquence vous mettez à jour vos cartographies sur les sites? Très bonne question. Merci. Pour l'instant, très bonne remarque, 0. On a créé l'outil. Et en fait, nous, ça nous prend pas mal de temps parce qu'en fait, en termes de ressources humaines, on est 3 ergots pour toute la France. Donc, on a 13 usines, 7 bases log, les forces de vente et les sièges. Donc, on a fait l'outil et là, on est en train de réfléchir justement pour faire une mise à jour d'ici peu, soit par nous, soit par des référents en ergonomie. On ne sait pas encore exactement comment le faire, mais là, on est en train de réfléchir à la chose, justement parce qu'il y a des situations de travail qui ont un petit peu changé. Mais généralement, quand il y a des situations de travail qui changent, on est mis dans la boucle, donc on pense à faire des mises à jour. Par exemple, quand on a vu des postes qui avaient le plus de contraintes, qui étaient en rouge, avec les sites, on a un accord tacite. On fait la cartographie,
Par contre, il y a de 1 à 3 postes en fonction du site sur lesquels on va faire une vraie étude ergo, donc pas 2 heures, 4 heures, une vraie étude ergo. Et après, on fait de l'amélioration et après, on réévalue. Donc ça permet un petit peu de mise à jour. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas une mise à jour qui est périodique, qui est calée. En tout cas, pas pour l'instant, mais là, on y travaille parce qu'effectivement, il y a un petit trou dans la raquette. Encore une question. Entre-temps, je voulais dire, poser une question, c'est finalement pourquoi plutôt axer les mesures sur l'articulaire par rapport au musculaire? J'allais dire facilité. C'est pas forcément hyper facile de poser des capteurs de mouvement déjà. Il faut que les opérateurs soient d'accord parce que déjà, il y a un pimpin qu'ils ne connaissent pas et qui les suivent. Et généralement, sur le pimpin, c'est un ergonome du siège. Donc les gars, ils voient quelqu'un de Paris arriver, ils disent c'est qui ce mec qui me suit? Donc déjà, il y a ce côté-là qui n'est pas facile. Je ne sais pas s'il y a des ergonomes dans la même situation ici. Ensuite, nous, on leur pose donc des capteurs de mouvement. Il faut aussi qu'ils soient d'accord en amont. S'ils ne sont pas d'accord, on ne les équipe pas. Et si on met des capteurs musculaires, c'est autre chose. Il faut mettre des électrodes, et éventuellement, il faut raser en fonction de la personne. Nous, on a pris ce parti-là de ne pas faire des EMG. Mais si on veut voir le musculaire, éventuellement, on peut voir le port de charge avec la X3509. C'est pour ça qu'il y a une petite case qui est laissée libre. Mais nous, on a pris le parti de ne pas évaluer d'un point de vue scientifique avec les EMG pour la cartographie. On l'utilise pour des analyses fines, comme on va pouvoir après pour les caristes. Mais pour la cartographie, c'était trop demander à toute une usine d'avoir des capteurs, c'est bien, d'avoir des EMG avec des électrodes qui collent. Je ne sais pas si vous connaissez bien le truc, mais si vous êtes déjà allé chez un cardio, ça colle bien. Mais c'est pas forcément accepté. Voilà. Je crois une simple remarque d'un point de vue INF par rapport à ce qui est présenté là. Merci d'ailleurs beaucoup pour cette présentation. C'est effectivement la bonne méthode, c'est-à-dire d'objectiviser les mesures avant de se lancer ensuite dans des recherches, dans la mise en place d'exosquelettes, etc. On en voit aussi quelques-uns sur le salon. Donc, avant de mettre en place des exosquelettes, il faut d'abord avoir fait des mesures. Alors, ça a l'air un petit peu rébarbatif, c'est même rébarbatif. C'est du travail, mais c'est ça qui va permettre à la fois de voir réellement où se situent les problèmes et également quelles sont les solutions à apporter. Donc c'est beaucoup plus technique comme méthode, beaucoup plus scientifique que de tout de suite se lancer dans une solution et après s'apercevoir que finalement le problème n'était peut-être pas tout à fait là, ou en tout cas qu'il y avait des problèmes à côté. Voilà, donc c'est le point de vue un peu d'un point de vue méthodologie d'intégration. Et là on parle d'exosquelettes, mais pour le coup on a fait à peu près la même chose pour des exosquelettes, la même chose que pour les caristes. Parce que sur les bases logistiques, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un entrepôt logistique, mais généralement les opérateurs ils prennent des cartons d'une palette et ils les posent sur une autre palette. Adapter l'environnement de travail, c'est très compliqué. Donc eux, ils ont sur une base, ils se sont dit tiens, on va peut-être mettre en place un exosquelette parce que ça peut aider. Peut-être, ouais. Alors nous, en tant qu'ergo, on s'est dit attention, on va peut-être freiner des cas de fer, effectivement. Faut peut-être qu'on évalue les contraintes. Et on a regardé les contraintes articulaires, les contraintes musculaires, la même chose. On a regardé aussi le coup cardiaque, aussi avec des outils pour voir si effectivement l'exosquelette était facilitateur ou s'il rajoutait pas de contraintes. Et on regardait les contraintes articulaires pour voir les contraintes, mais aussi pour voir si la personne elle a noté une nouvelle façon de travailler. Parce que si elle doit désapprendre et réapprendre son travail, c'est encore une autre façon de travailler, c'est encore autre chose. Et ouais, pour le coup, les outils nous ont pas mal aidé aussi là-dessus, pour l'évaluation des exosquelettes. Voilà, c'est la première dessus. Vous avez d'autres questions? Bon, pas d'autres questions? C'est là pour moi. Je voudrais vraiment dire un grand merci à vous tous et puis également donc à Alexis et Alexandre pour ce partage d'expérience qui doit éclairer quand même, je pense, pas mal d'entre vous. Et également Julien donc, qui a présenté l'outil TEA. Voilà, et donc rendez-vous soit sur le stand d'IDF, également sur le stand de TEA, qui est voilà, le T30. Il y a une question sur le chat, je ne savais même pas qu'il y avait un chat. Une question.
C'est quoi la question? Je découvre la technologie et les chats. Tiens, je me permets, tu pourras nous dire la question.